Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce webinaire sur l'agriculture biologique et en particulier les céréales. Je vais vous présenter les personnes qui sont à l'écran ou celles qui y sont encore. Donc, vous avez Rémi Goguet qui est technico-commercial chez Axéréal Bio et qui intervient sur les zones Loir-et-Cher, Indre-et-Loire et Sud-Loiret. Alors, je présenterai Gilles Renard dès qu'il sera revenu. Vous avez Justine Gauthier, qui est une collègue de la Chambre d'agriculture, qui est conseillère en grande culture et qui va être avec moi lors de ce webinaire pour l'animation et notamment sur la deuxième partie pour relayer les questions que vous aurez posées sur le chat. On y reviendra. Donc en attendant que Gilles revienne, je suis donc Olivier Mullier, je suis chargé de projet agriculture biologique à la Chambre d'agriculture et donc je vais animer donc ce webinaire. Voilà, Gilles Renard est revenu, très bien. Donc Gilles Renard, vous êtes metteur en marché pour Axéréal Bio. Très bien. Ouais, je vais. Alors, oulala, c'est les aléas du direct. Hop, merci. Au niveau de l'organisation, nous vous proposons donc un premier temps qui sera une présentation de la part de Rémi Goguet et de Gilles Renard, et dans un deuxième temps, un échange avec l'ensemble des participants. Pour cela, évitez d'interrompre la présentation. Vous avez donc en bas la possibilité de cliquer sur « Discussion ». Et en cliquant sur « Discussion », ça ouvre une fenêtre, donc le chat, sur lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Nous les noterons, notamment Justine, de manière à pouvoir les relayer à la fin de l'intervention et pouvoir y apporter une réponse. D'accord? Donc n'hésitez pas, ne gardez pas vos questions pour vous et écrivez-les en direct par ce billet-là. Ok, je tiens à vous préciser également que tout ce webinaire est enregistré, ce qui permettra de le retrouver par la suite en ligne sur Internet, notamment sur le site de la Chambre d'agriculture. Voilà, alors pour démarrer, nous avons notre président de la Chambre d'agriculture, Arnaud Bessé, qui a une petite vidéo pour accueillir et présenter un peu cette série de webinaires. Donc, nous donnons la parole à Arnaud Bessé. Donc bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc tout d'abord quelques mots d'introduction. Donc nous, Chambre d'agriculture, nous avions la volonté en 2020 de vous faire partager ce qui se fait dans les différentes filières agricoles du département du Loir-et-Cher, vous faire partager et rentrer en contact avec les opérateurs économiques parce qu'il y a sûrement quelques opportunités à saisir, d'où cette envie, mais ce webinaire lié au contexte sanitaire actuel qui prend une forme très particulière. Donc forcément, vous constatez comme moi et vous le vivez comme moi en tant qu'agriculteur, énormément de changements sur nos exploitations, la volonté de s'adapter en permanence, la volonté de chercher de nouvelles productions, en tout cas de faire sûrement différemment pour continuer à gagner notre vie. Et donc c'est en compilant et en découvrant des informations sur différentes filières, sur différentes opportunités, qu'on peut peut-être trouver des solutions sur nos exploitations. Et donc là, nous, la Chambre d'agriculture, nous sommes là pour favoriser ça, pour favoriser le dialogue entre vous et les opérateurs économiques, pour vous aider à porter des projets, pour vous aider à structurer des choses, à réfléchir. Donc nous sommes pleinement dans notre rôle de développement agricole et aussi de dynamique territoriale, de création de richesses et de valeur. Donc c'est l'objectif de ces webinaires. Malheureusement, comme je l'ai dit, ça ne peut pas être en physique, donc c'est qu'une étape
Donc je vous invite à rentrer après, en fonction de vos centres d'intérêt, en contact avec nos conseillers, avec les références qui vous seront données, ou tout simplement repasser par l'accueil pour qu'on vous oriente sur les bonnes personnes, mais reprendre contact si vous êtes intéressé, si vous avez été titillé, entre guillemets, ou si vous avez d'autres idées par rapport à ce qui vous a été présenté sur d'autres sujets, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et nous sommes là pour ça. Nous ferons ce qu'il faut pour vous aider, pour vous accompagner. Donc, bon webinaire, surtout dans le contexte actuel, portez-vous bien et que l'agriculture du maraîchère soit porteuse de projets pour l'avenir. Alors, quelques chiffres juste pour repositionner l'agriculture biologique et ensuite en particulier la filière grande culture, puisque c'est un peu le choix qu'on a fait de faire un zoom sur la partie grande culture. L'agriculture biologique en 2019, ça représente 8,5% de la surface agricole utile au niveau national. D'accord, 8,5%. Les surfaces ont été multipliées par 2 en 5 ans. Ça, c'est un panorama sur l'ensemble des productions bio, hein. Viticole, élevage, grande culture, etc. Donc 8,5%. Ça représente un peu plus de 2 millions d'hectares qui sont aujourd'hui en bio ou engagés en agriculture biologique, hein. 2,3 millions exactement en 2019. Il faut savoir que ces 2,3 millions, il y en a 560 000 qui sont en conversion. Un quart des surfaces aujourd'hui sont en conversion. C'est dire, ça montre en tout cas le boom de ces dernières années. Autre chiffre que je trouve intéressant, qui nous parle un petit peu du marché du bio, les dépenses des ménages en France, c'est 178 € par habitant par an. C'est en assez forte croissance. Nous sommes devant l'Allemagne, qui eux sont à 144 € par an. Donc nous sommes l'un des pays leaders sur la consommation de produits bio. La dynamique d'évolution, alors si jamais je fais un zoom sur les grandes cultures au niveau de la France entière, c'est plus de 100 000 hectares qui sont en conversion en C1, première année de conversion en 2019. En 2018, il y avait déjà plus de 100 000 hectares. Donc, on est sur un rythme supérieur à 100 000 hectares de conversion par an. Donc, c'est un rythme très important. Ça représente aujourd'hui un petit peu moins de 5% des surfaces en grande culture. Si on prend toutes les surfaces en grande culture de la France entière, 4,9% sont en bio. D'accord ? Donc, ça reste assez faible, mais dans un développement assez fort. Et enfin, si je fais un zoom sur la région centre, nous sommes avec des surfaces en bio qui sont en retrait par rapport à la moyenne nationale. Nous avons 3,5% de la surface agricole de la région qui est en bio, à comparer donc avec les 8,5% au niveau national. C'est dire donc le potentiel de développement que nous avons. Voilà. Ça, c'était pour donner quelques chiffres. Très rapidement, au niveau des aides pour poser ce panorama, il y a 3 types d'aides pour les personnes qui s'engagent dans la bio. Il y a la principale, c'est les aides à la conversion. Pendant 5 ans, vous pouvez souscrire à une aide à la conversion qui sont d'un montant pour des cultures annuelles, ce qui correspond au marché des grandes cultures, de 300 € par hectare. D'accord ? 300 € par hectare pendant 5 ans, avec un plafond à 20 000 € par exploitation. Ok, vous pouvez retrouver ces informations-là sur différents sites internet, notamment celui de la Chambre d'agriculture. Voilà. Il y a d'autres aides également qui existent. Vous pourrez retrouver ce détail voilà, sur Internet. J'en arrête là avec la présentation de la filière et je vous propose de donner la parole donc pour commencer à Rémi Goguet. C'est bien cela? Rémi, es-tu prêt? C'est ça. Bonjour à tous. Eh bien, c'est parfait. Alors du coup, est-ce qu'on peut mettre le diaporama?
Alors, dans le cadre de ce webinaire sur la conversion à l'agriculture biologique, mon collègue Gilles Renard et moi-même allons essayer de vous apporter notre point de vue technique et marché sur le bio. Donc, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour cela, je commencerai par vous présenter notre structure Axéral Bio, puis par apporter les cultures ayant un débouché en bio et durant la période de conversion. Ensuite, nous parlerons rotation bio avec différentes données technico-économiques. Voilà. Et ensuite, dans un souci de valorisation et de ramener de la valeur ajoutée, on parlera un petit peu de la multiplication de semences. Dans un deuxième temps, mon collègue Gilles Renard abordera la place de nos structures Centre Bio Axéral Bio sur le marché bio, vous présentera aussi les volumes qui représentent le marché bio français, ainsi que des repères de prix. Et enfin, il conclura sur les perspectives du bio au niveau du marché. On peut passer à la suivante. Voilà. Donc, Axéral Bio, c'est un acteur historique du bio depuis 1991. Donc, à l'époque, l'entreprise s'appelait Agralis Bio. Nos bureaux, ils sont basés à Blois, donc dans le Loir-et-Cher. Nous sommes présents sur l'ensemble de la région centre et dans les régions limitrophes. Aujourd'hui, Axéral Bio, c'est 700 adhérents, mixtes ou 100% bio, et un conseil d'administration composé d'agriculteurs bio. Voilà. Aujourd'hui, au total, nous avons 8 silos bio, donc c'est en augmentation chaque année, dont 3 qui se trouvent dans le Loir-et-Cher, un à Houcq, un à Touraille et un en Fuselier, et 2 agriculteurs prestataires de stockage. Donc cela nous permet d'avoir une collecte à peu près de 60 000 tonnes en totalité en bio pour cette année. Donc Axéral Bio, c'est aussi 8 technico-commerciales et toute une équipe d'une vingtaine de personnes pour vous accompagner. Voilà, nos activités principales sont la collecte de céréales, la vente d'approvisionnement bio et la multiplication de semences. On peut passer donc à la diapo suivante. Voilà, donc si vous vous posiez la question des espèces à cultiver en bio, voici un aperçu de celles qui ont un débouché assez conséquent en termes de volume, afin d'être sûr de trouver acheteur. Vous avez un choix parmi 5 espèces en C2, c'est-à-dire les cultures qui ont un débouché durant votre phase de conversion de 2 ans environ. Donc ce sont toutes des espèces à débouché fourragères et principalement pour la fabrication d'aliments pour les monogastriques, donc les porcs et les volailles bio, vu que les ruminants, les élevages bovins sont en général autonomes en bio. Voilà, ceci est permis donc par le cahier des charges bio qui autorise 30% de C2 dans la ration des élevages. Ensuite, une fois en bio, le choix il est plus large avec 12 espèces principales, donc qui permettent de fournir 7 filières à destination humaine. Voilà, on a le colza, le tournesol, la lentille, le blé, l'orge brassicole et l'avoine fauconnière, et aussi le maïs humain. Voilà. Donc les cultures à meilleure valorisation donc en bio sont le blé, le maïs et le colza. Voilà. Malgré que le colza soit encore peu présent aujourd'hui dans la région centre, voilà, en bio. On espère pouvoir le développer plus tard. Les cultures, donc les autres cultures, elles permettent aussi, au niveau de la rotation, d'assurer le nettoyage des parcelles au niveau adventice et d'apporter des reliquats azotés pour les cultures suivantes. Donc maintenant, on va passer à des exemples de rotation possibles avec ces espèces dans les différents types de sols du Loir-et-Cher. Il faudrait passer la diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc déjà, pour parler sur les types de terres de la Sologne, donc là on est plutôt sur des types de terres sableux, argileux, donc très séchants l'été et hydromorphes l'hiver. Donc principalement, on a besoin de l'irrigation et du drainage en bio. Les problèmes qu'on y rencontre sont le lessivage important, les multiples carences et les dégâts de gibier. Mais il y a aussi des atouts quand même pour le bio dans ce type de sol. C'est le réchauffement rapide au printemps du sol qui permet une meilleure minéralisation et une bonne utilisation des engrais bio qui sont
sous forme organique, voilà, et une bonne efficacité de l'hercétrise et de la lineuse. Donc la fertilisation qu'on privilégie dans ce type de sol sont les fientes et les composts de fientes apportés au printemps et quelques apports foliaires, voilà, toujours autorisés en bio pour les oligoéléments. Donc là, on peut voir à droite, j'ai proposé une rotation sur 7 ans en exemple, donc avec 2 ans de trèfle violet, donc qui peut être remplacé par du pois protéagineux, par exemple, si on a peur de ne pas avoir de revenus sur ces 2 ans. Voilà. En dessous, si on regarde au niveau du tableau économique, au niveau des rendements, donc ce sont des rendements qui sont atteignables en bio, voilà, avec la fertilisation adaptée et une maîtrise de l'enherbement. Les prix qu'on y voit sont des prix moyens, voilà, qui peuvent être améliorés si vous avez du stockage disponible à la ferme ou si vous faites de la multiplication, par exemple, de semences. En termes de charges, les charges principales en bio est vraiment incompressible, c'est la fertilisation, surtout sur ce type de sol-là. Et après, donc, les semences certifiées, donc, qui peuvent être réduites. Là, au niveau du tableau, c'est vraiment sur de la semence certifiée. Ça peut être réduit si vous faites des semences de ferme. Voilà. Donc, si on regarde à peu près au niveau de la marge brute, une rotation de ce type-là en bio, sur la marge brute moyenne en incluant le trèfle violet pendant 2 ans, ça permet quand même d'avoir une marge brute de 500 € à peu près, qui est quand même raisonnable pour du bio. On voit que les 2 cultures qui rapportent le plus restent le blé et le maïs. Donc sur la diapo suivante, on va voir un autre type de sol. Donc là, qui correspond à la Beauce et à la Petite Beauce. Donc là, on est plutôt sur des limons profonds sains. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients, peut-être à part le prix du foncier, mais bon, c'est pas vraiment un problème au niveau de la technique. Les atouts, donc des terres très fertiles avec des bonnes réserves hydriques et souvent la présence d'irrigation. Donc tout ça permet aussi une bonne valorisation des engrais et une bonne capacité pour utiliser les outils de désherbage. Dans ce type de sol, on va utiliser principalement 2 types pour la fertilisation. On va principalement utiliser des bouchons ou des billes azotées au printemps. Je vous présenterai tout à l'heure un exemple d'engrais pour que vous ayez une idée. Et voilà, ou sinon, sur le colza, par exemple, on va faire aussi un apport de compost à l'automne. Donc là, on est sur une rotation donc vous pouvez voir à côté, de 8 ans. Donc j'ai aussi mis la luzerne, mais qui est remplaçable hein, par d'autres types de cultures, pois protéagineux, févrole, dans le cas où vous ne souhaitez pas passer 2 années de luzerne avec peu de revenus. On voit donc dans la rotation le colza qui n'est pas encore très présent, mais qu'on espère développer fortement prochainement. Voilà, c'est un marché qui pousse vraiment le colza. Donc en bas, on peut voir dans le tableau, donc au niveau de la luzerne, en fait, j'avais inscrit un revenu approximatif pour de la multiplication de luzerne en bio. Donc ça donne une petite idée, donc 300 € au quintal avec un rendement de 2 quintals. Bon, par contre, on produit seulement à partir de la 2e année. Donc sur ce type de sol, on voit toujours que les cultures avec la meilleure valeur ajoutée sont le blé, le colza et le maïs. Voilà. Et donc on a une marge brute qui est quand même plus intéressante que sur le type de sol solaire. Donc si on passe à la diapo suivante, là on va retrouver donc un type d'engrais qui est en train de révolutionner le bio aujourd'hui. Donc voilà, avant on n'avait que des bouchons type farine de viande, farine de plume, qui demandaient, voilà, ces bouchons-là étaient sous forme organique et demandaient à être minéralisés pour être utilisables par les plantes. Là, on arrive à avoir des nouveaux produits dont une partie est déjà sous forme minérale et donc une rapidité de disponibilité pour la plante beaucoup plus importante. Et on a aussi l'avantage d'avoir un format sous forme de billes comme les engrais conventionnels avec une densité un peu plus élevée qui permet un meilleur épandage. Voilà, donc sur la diapo suivante, maintenant, donc sur les rotations, donc plus sur le type sable de Loire en irrigué.
Donc là, on est surtout sur des sols sableux, donc très séchants, voilà, où on conseille généralement quand même d'avoir l'irrigation en bio. Les atouts, donc toujours comme le type de sol de la Sologne, une minéralisation rapide grâce au réchauffement rapide des sols et une bonne efficacité de la hercétrie, voilà, et de la bineuse. Sur ce type de sol, généralement la fertilisation, on est plus avec de la fiente ou du compost de fiente au printemps pour éviter le lessivage des apports, si on faisait des apports d'automne. Voilà. Et on garde toujours une solution pour apporter des oligo-éléments en foliaire sur les cultures sensibles. Donc là, on est sur une rotation sur 6 ans. Donc là, pour faire la comparaison avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur la Sologne, je n'ai pas mis de trèfle ni de luzerne, mais des pois protéagineux, pour voir un petit peu au niveau du tableau économique ce que ça donne. Donc on peut voir qu'au niveau de la marge brute, on est toujours à peu près autour de 500 € de l'hectare, donc ce qui reste raisonnable. Au niveau des rendements qu'on voit là, notamment en pois protéagineux, ils peuvent être plus élevés. Hein. Là, c'est des rendements qui sont réalisables, mais qui peuvent être améliorés. Voilà, donc toujours les deux cultures principales avec la meilleure marge brute qui sont le blé et le maïs. Donc enfin, le dernier type de sol, voilà, qu'on va retrouver sur le Loir-et-Cher. Donc c'est surtout donc, les limons superficiels et hydromorphes, voilà, où on n'a pas d'irrigation. Donc là, ça va être les types de sols où il y a le moins d'avantages pour faire du bio, notamment liés à l'hydromorphie et au sol qui peinent à se réchauffer au printemps. Voilà, cela ne favorise pas les engrais organiques. Donc il y a moins d'azote disponible pour la plante au printemps. C'est pourquoi les rendements là dans le tableau sont inférieurs aux autres types de sols. Donc les fertilisations à privilégier dans ce type de sol, on sera plutôt sur du bouchon de la bille azotée. Alors sur la rotation, on est sur une rotation là un petit peu plus longue, avec le trèfle violet vraiment donc, qui va permettre de nettoyer, vu que les outils de désherbage du sol, comme la hercétrie, sont assez peu efficaces, avec souvent une croûte de battance dans ce type de sol-là, et des conditions qui ne permettent pas de rentrer dans les parcelles d'hiver. Donc là, c'est vraiment la rotation sur laquelle il va falloir jouer pour réussir à maintenir les mauvaises herbes. Voilà. Et donc, quant en marge brute, on est un petit peu inférieur sur la rotation par rapport aux autres types de sols. Mais ça reste toujours convenable. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Donc, l'objectif aussi, c'était de vous parler de la partie de la conversion pour arriver en bio. Alors, pour rappel, on n'est pas en bio tout de suite, on passe par une partie de conversion qu'on appelle C2. Donc, si on prend une date de conversion, pour que la récolte soit C2, il faut que la récolte soit récoltée 1 an après la date d'anniversaire de la date de conversion. Et si on veut que la récolte soit bio, il faut qu'elle soit semée 2 ans après la date de conversion et récoltée du coup par la même occasion 2 ans après. Donc là, je voulais vous présenter 3 types de successions culturales qui vous permettront d'essayer de passer ce cap de la conversion sans trop de problèmes économiques, puisque le C2 est moins intéressant quand même que le bio au niveau économique. On essayera de le passer le plus vite possible. Donc la première succession proposée, c'est de partir sur un semis de trèfle ou de luzerne donc lorsque vous êtes encore en conventionnel, puis de se convertir ensuite. Et donc 2 ans après la date de conversion, de détruire la prairie et de semer du blé. Donc ce blé-là, il sera directement en bio. Il aura les reliquats de la luzerne ou du trèfle et l'effet nettoyant aussi par la même occasion. Donc vous commencerez sur une bonne base. Donc
ce n'est pas possible donc sur l'ensemble de la SOL. C'est pour ça qu'il y a deux autres types de succession que je vais vous présenter. Ensuite, on peut passer la diapo s'il vous plaît. Voilà. Donc la deuxième culture, donc, le soja en C2, est une des cultures la plus rentable. C'est celle qui a le moins de différence avec le bio. Donc, si vous avez la possibilité d'irriguer sur l'exploitation, c'est vraiment intéressant d'en faire une partie pendant votre conversion. Donc là, l'objectif, c'est de semer du soja après pour avoir une récolte en C2. Et ensuite, 2 ans après la date de conversion, donc de semer un maïs ou un tournesol pour avoir du bio directement afin de gagner une année. Voilà. Cela est possible seulement si on a une date de conversion autour du 1er avril ou 1er mai, de façon à pouvoir semer la culture après cette date-là pour qu'elle soit bio ensuite. Et donc le dernier moyen donc, de gagner 1 an sur la date de conversion, donc c'est toujours la date donc, au 1er mai, au 1er avril. Donc en première culture, on fait un blé ou un tritique C2 ou bien une févrole C2. Et ensuite, on sème bien sa deuxième culture après la deuxième anniversaire de la date de conversion. Donc là, on pourra faire du soja, du maïs ou du tournesol de façon à ce que l'on soit directement sur du bio. Voilà. Après, il est aussi possible de faire 2 années de céréales en C2, mais c'est beaucoup moins intéressant au niveau économique pour vous, surtout voilà, avec ces derniers temps, le marché du C2 qui a baissé et qui s'est rapproché quand même du conventionnel. Donc, pour passer à la suite, on va parler de la multiplication de semences. Donc, la multiplication de semences, ça peut être un moyen aussi d'améliorer la rentabilité de l'exploitation. Donc, nous, Axéréal, en 2019, donc l'année dernière, on était à 3000 hectares de surface de multiplication de semences. Cette année, on est déjà avec les surfaces d'automne à 3250 hectares. Donc, on augmente chaque année. Et on multiplie à peu près toutes les cultures qu'on collecte. Voilà, donc celles qui sont indiquées sur le diapo. Concernant les conditions et les avantages, vous pourrez me revenir plus tard à ce niveau-là. Au niveau des prérequis, il faut donc avoir des terres en bio, être stockeur, donc ça nécessite de pouvoir stocker au minimum jusqu'à fin septembre et voire plus. Notamment si vous multipliez donc des semences de printemps. Donc là, des fois, on demande de stocker encore plusieurs mois jusqu'au mois de novembre, quelquefois. Donc ça nécessite aussi d'être pointu au niveau de la gestion de l'enherbement, du réglage de la moissonneuse-batteuse, surtout pour les récoltes de protéagineux où le germe est assez fragile, et aussi au niveau du stockage. Voilà. Et donc, il y aura des possibilités aussi futures pour de la multiplication de cultures fourragères via notre filiale Fertiberry, qui est basée dans l'Indre, pour de la lentille et de la luzerne. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Gilles Renard, qui va vous parler plus précisément du marché bio. Merci Rémi. Oui, alors Gilles, vous êtes là? Je suis là, je trouve la connexion très compliquée. Je me suis coupé 4 fois, 5 fois, je suis vraiment désolé. Je veux bien remettre ma vidéo, j'ai peur que ça saute. Que dois-je faire, Olivier? Alors, j'appelle la régie. Cognac G, que me dites-vous? Monsieur Renard, vous avez qu'à faire votre présentation à l'oral sans activer votre vidéo si ça vous donne une mauvaise connexion. Merci. Et je me remontrerai physiquement à la fin, mais j'aime autant pouvoir parler en espérant préserver l'essentiel. Je suis vraiment désolé pour ce contretemps technique bien indépendant de ma volonté, croyez-le. Bonsoir à tous donc, et dans la suite de Rémi, qui a présenté un volet très technique, il m'est demandé donc de présenter plutôt la partie marché. Alors donc juste une petite diapo de cadrage là pour resituer au sein du groupe Axéréal. Nous avons 2 sociétés qui sont dans la partie collecte bio.
Donc, en amont, c'est Axéréal Bio, qui existe depuis 2003 avec une première collecte dès 91, avait indiqué Rémi, qui est collecteur, qui a un statut d'organisme stockeur et qui, pour donner le chiffre clé, Rémi l'a indiqué, en récolte 2020 a une prévision à 60 000 tonnes. C'est donc la société de collecte, c'est l'équivalent de la COP, qui gère la relation avec les producteurs adhérents, 600 adhérents à ce jour, et un développement important, puisque Rémi l'a présenté, il y a des conversions significatives sur notre zone et sur l'activité. Donc, Axéréal Bio, groupement de producteurs, relations agriculteurs. Et Centre Bio, qui est la société commerciale, est celle qui assure la mise en marché de la collecte Axéréal Bio, évidemment, qui a été démarrée en 2013 et qui a pu permettre, par-delà la collecte Axéréal Bio, d'avoir un petit volet négoce, c'est ce qui est indiqué, et également des prestations à façon pour mise en marché de bio auprès d'autres prestataires. Et donc, ça permet d'ajouter des tonnages supplémentaires. Entre le négoce et les prestations, c'est grosso modo 100 000 tonnes qui sont gérées cette année par Centre Bio, incluant évidemment la collecte Axe Bio. 100 000 tonnes sur un ordre d'idée, 800 000 tonnes environ de collecte en grains bio plus C2 au niveau national de la collecte française. Voilà. Donc, en amont, 2 entités sur le métier de la collecte et ensuite, pour présenter le tour complet au niveau du groupe, nous avons des filiales dans les 3 grands pieds de la transformation qui sont l'aliment bétail, avec Axéréal élevage, Axiane Meunerie dans le métier de la farine et Bourmalt, comme son nom l'indique, dans le métier du malt. Alors, ce sont des clients en interne au niveau du groupe qui sont chacun identifiés en tant que tels dans des sections différentes, mais avec lesquels nous avons un travail en filière, je l'ai bien souligné. La cohérence du groupe, c'est en phase avec une collecte et de la production, d'avoir des outils de transformation. C'est un outil particulièrement sécurisant et je tiens à le dire parce qu'au niveau national, nous sommes le seul groupe qui a les 3 pieds, c'est-à-dire que certains font de l'aliment bétail mais non pas la farine, ou la farine mais non pas le malt, etc. Bref, donc nous, cette approche filière est vraiment fondamentale pour le développement. Je crois que c'est sécurisant pour les producteurs qui nous écoutent là, potentiellement, en conversion. Et à titre indicatif, c'est grosso modo la moitié de la collecte qui passe dans les outils de transformation du groupe. Bien évidemment, il y a d'autres clients en externe qui sont donc sur les métiers que j'ai cités, fabricants d'aliments du bétail, meunerie, également des huiliers et des triturateurs, etc., floconiers, bon, il y a tout un tas d'autres outils qui apportent pour nous des pistes de diversification par rapport au marché, avec en bas quelques chiffres clés que j'indique, une bonne moitié qui va dans l'alimentation du bétail, de l'ordre de 40% en alimentation humaine. Et puis, pour être complet, si la majorité de notre activité se fait au niveau national, nous avons également une ouverture sur l'exportation au niveau européen. Donc voilà la petite photo pour cadrer l'activité bio. Rémi est plutôt côté Axéréal Bio Collecte et je suis plutôt sur le côté marché du grain. Et donc je vous présente à la diapo suivante, si la régie m'entend. Merci. Un petit bilan consolidé de l'activité bio au niveau national français qui est fait à partir des statistiques de France Agrimaire. Donc c'est un cumul des 4 céréales de base qui constituent une rotation bio. Donc le blé, le maïs, l'orge et le triticale, ça fait à peu près 2/3 des volumes de la totalité de la collecte, comme vous le voyez. Et donc nous avons ici un bilan simplifié qui est présenté en colonne sur la campagne 2017, 18, 19 et une prévision sur la campagne récolte 20 qui est en cours. Donc, ce que je voulais vous montrer par ce tableau simplifié, on ne va pas se noyer dans les chiffres, je vous rassure, c'est, si vous regardez en bas, on voit que sur l'année 2017, on a 94 jours de report de stock, puisque donc un bilan est toujours composé ainsi, il y a un stock départ, des disponibilités qu'on appelle ressources, et puis en dessous, on trouve ce qu'on appelle les mises en œuvre, et donc en faisant l'écart, on trouve le stock à la fin. Donc, je vois qu'il y a en fin de campagne 2017 94 jours de report de stock, en 2018 88. Autrement dit, les années 18 et antérieures sont en situation de ce qu'on va appeler un équilibre avec 3 mois de report de stock,
ce qui est en phase avec les besoins. Les orges se récoltent assez vite. Le blé, il faut avoir grosso modo 2 mois de stock pour honorer les moulins. Et le maïs, il faut tirer plus loin, 4 mois. Donc une moyenne pondérée nous fait à peu près 3 mois de stock. Et donc ce qu'on voit avec l'année 2019 qui s'est clôturée, j'en passe à la 3e colonne, c'est qu'on a un report de stock qui a dépassé 200 000 tonnes, alors qu'il était autour de 100 000 les années précédentes en régime de croisière. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment eu en 2019, l'an dernier, donc, un changement important. Et je l'ai montré en haut, la collecte qui a augmenté à peu près de 245 000 tonnes. Hein. Donc, on voit que l'effet des conversions dont on a parlé se voit dans le bilan. On a des disponibilités plus importantes. Et si on va dans les composantes en dessous, au niveau des ressources, on voit le poste import par les meuniers et par les fabricants d'aliments et autres imports. Et ce poste est resté autour de 110 000 tonnes, alors qu'il était autour de 170 000 l'année précédente. Et donc, on voit que la collecte a augmenté de 244 000 tonnes. Je l'ai écrit en haut en tout petit, là, ça n'apparaît pas très bien à l'écran. Et que les importations, eux, n'ont baissé que de 55 000 tonnes. Alors, ça veut dire quoi, ça? Eh bien, si le stock a largement augmenté, c'est que dans le passé, il y a eu un flux d'import non négligeable, je crois que c'est ce qu'il faut retenir de la diapo, permettant d'honorer les besoins. Hein. Olivier a présenté en intro une consommation qui est en forte progression et la collecte qui n'était pas au rendez-vous. Grosso modo, on couvre les 2/3 des besoins avec la collecte française bio. Et donc, du coup, l'import a joué le rôle de variable d'ajustement. Et face à une collecte et des conversions qui sont au rendez-vous, ben on le voit, en 2019, les importations n'ont pas réduit dans les mêmes proportions. Donc là, il y a un petit peu un signal d'alerte et en tout cas un point de vigilance dans la maturité de la filière où il faut bien que l'on considère l'import comme une variable d'ajustement et non pas comme quelque chose de structurel au vu des conversions qui sont en cours. Alors, toutes les conversions ne se valorisent pas, puisqu'on voit que dans la collecte à 567 000 tonnes l'an dernier, il y a 208 000 qui sont en C2, hein, alors qu'il était de 89 000 l'an dernier. Donc, on voit l'effet de la conversion qui est très importante, et ça se retrouve dans les utilisations internes, où je vous ai surligné en orange un petit 30 000 tonnes qui se retrouve en biodéclassé, et on pense que dans les 211 000 tonnes qu'il y a de report de stock en fin de campagne 19, donc au 30 juin 2020, il y avait environ 50 000 tonnes de C2. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de constater, c'est que oui, la production arrive au rendez-vous et les importations doivent réduire au prorata et avec un équilibre subtil de ce qu'est la capacité à valoriser le C2 dans les nouveaux producteurs qui arrivent. Donc cette photo étant classée étant présenté, étant campé en termes de décor pour la récolte 19, nous arrivons à la récolte 20, hein, c'est écrit la dernière colonne, 20-21, où on voit que globalement les ressources restent au même niveau. Mais si on regarde la ligne collecte, elle régresse à 502 000 tonnes par rapport à 567, autrement dit on perd 65 000 tonnes. Et c'est bien là l'effet particulier de l'année que nous connaissons tous, qui se caractérise par des aléas climato et une récolte particulièrement mauvaise, hein, qui est en baisse, on le voit, à moins 12%. Le blé étant particulièrement touché, le triticale encore plus, autrement dit, c'est les semis d'automne qui ont trinqué, et le maïs compensant, mais bien évidemment pas en totalité. Donc, on voit qu'on a des disponibilités qui sont comparables, avec des mises en œuvre qui sont également comparables, mais je tiens à noter dans les mises en œuvre qu'on a aussi bien sur le grand métier de la meunerie que celui de l'aliment bétail, une tendance à plus 6 et plus 9%, vous le voyez dans mes petits cercles verts là, qui confirme la tendance que l'on a depuis maintenant une vingtaine d'années, grosso modo, pas loin de 10% de progression par an. Donc, merci. Moi, Gilles, oui. Gilles, il ne reste plus que 3-4 minutes, donc je te laisse gérer le temps et passer éventuellement à la diapo suivante. Je passe donc pour dire que dans un contexte de progression, eh bien, la collecte pourra être largement valorisée par la suite. C'est juste une question de variable d'équilibre dans les importations. On passe à la diapo suivante, si on peut.
Je l'attends dans un temps qui m'est compté. Elle ne passe pas, la régie? Si, je ne la vois pas. Allô? Allô, allô? Est-ce que l'on m'entend? Olivier? Allô? Bon, Oui, pardon. on vous a mis la diapo suivante. Oui, s'il vous plaît. Donc, on est sur marché du grain tendance. Ben, je ne la vois pas. J'en déduis que mon écran est bloqué. Vous voyez, ce n'est pas confort du tout. Mais On donc, est sur celle d'après, celle où voilà. il y avait tous les Alors, chiffres que vous avez présentés. voilà. Alors, j'ai mis quelques prix. C'est cela que vous voyez. Blé panifiable 540 en septembre 2019, Voilà. 535 en août 2020, c'est bien cela? Voilà. Donc, j'ai donné le marché à l'instant T. Enfin, donc, j'ai préparé le mois dernier, donc c'est le prix de septembre qu'on compare par rapport au mois dernier en tendance liée à l'effet météo et à une année en arrière pour comparer l'effet d'une année. Donc, bon, ne les prenez pas à la lettre. Ça vous donne une tendance de prix pour des gens qui sont en démarche de s'intéresser au bio. Et on va, si vous voulez bien, passer tout de suite à la diapo suivante, qui me paraît la plus importante et qui conclut en 1 minute, si Olivier me l'accorde. Accordé. M'entendez-vous et voyez-vous la diapo? Oui. Alors, je conclus et je résume en disant que la filière grain bio est bien en croissance. Les mises en œuvre, tant au niveau de l'aliment bétail que du moulin, sont en tendance de 10% par an. La caractéristique importante, c'est un rapport offre-demande au niveau national qui évolue, avec une couverture à 2/3 des besoins historiques et aujourd'hui, avec les conversions, une situation qu'on met d'équilibre. Et je dis bien l'import qui doit être un élément de vigilance. Et donc, dans ce contexte, la plus-value que l'on peut espérer pour le bio, c'est d'arriver à préserver la valeur origine France, car le consommateur souhaite du bio, mais s'il rime avec local, c'est encore mieux. Et donc, du coup, si on veut développer des marchés et accompagner des filières structurées, eh bien, j'ai mis les 3 mots-clés qui me paraissent importants. Il faut contractualiser. Donc, pour des nouveaux producteurs en bio, on est sur Bon, je n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qui lui ai coupé le micro, je pense qu'il vient de partir. Bon, les 3 mots-clés, vous les voyez, contractualiser, segmenter, et puis... Ah, mais je vois pas le dernier en plus. Donc, pour reprendre du coup la suite, donc oui, les 3 derniers mots donc, que j'y voulais dire, donc contractualiser, mettre en place des contrats pluriannuels avec les agriculteurs qui permettent d'aller vers le client, vers une vision plus long terme au niveau des volumes, segmenter au niveau du blé, voilà, des différentes productions de façon à créer des filières avec des clients avec des caractéristiques spécifiques de chaque contrat. Donc, par exemple, des blés biscuitiers qui demandent des variétés spécifiques, voilà, l'orge brassicole, des taux de protéines spécifiques, le maïs humain qui demande des variétés spécifiques aussi, notamment avec du cornet. Voilà. Et innover aussi, donc en essayant de mettre en place de nouvelles choses, notamment chez les agriculteurs, du sans gluten. Donc, ça nécessite de ne pas avoir de mélange avec d'autres espèces. Et de la protéine végétale, donc là, c'était, voilà, il y a des projets aussi peut-être de se lancer sur le soja humain à destination alimentation humaine. Donc c'était là-dessus, je pense que Gilles voulait finir. Ok, merci beaucoup pour ces interventions. Je voudrais juste déjà voilà, vous remercier et juste avant de passer aux questions, je vous remercie d'avoir présenté des données qui étaient comme ça, voilà, assez concrètes, assez propices, même si c'est toujours risqué de proposer une rotation, proposer des chiffres comme ça, mais l'idée c'était de justement avoir un échange avec les participants derrière. Donc, je laisse place aux questions. Et Justine qui va nous les relayer, mais n'hésitez pas à les poser là même maintenant. Oui, donc j'ai une question sur le chat qui est à destination donc, de Gilles.
Donc, j'espère qu'on va bientôt le retrouver en tout cas. Donc, effectivement, comme disait Olivier, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je les relaye aux intervenants et donc voilà. Allô? Oui, Gilles. Oui, je suis désolé, j'ai été interrompu à la fin, je crois. Oui, tout à fait. Du coup, Rémi a conclu. Bon, merci Rémi. Toutes mes excuses, c'est vraiment techniquement compliqué. Donc, ça tombe bien que vous soyez revenu, puisqu'on a une question qui vous est destinée. Donc, la question, c'est: y a-t-il un marché vers l'export ou est-il uniquement français? J'ai indiqué que nous faisions aujourd'hui 10% à l'export. Il y a une demande importante à l'export sur des produits spécifiques. Nous avons au Benelux des entreprises qui sollicitent fortement sur des produits dérivés qui sont utilisés en pâtisserie, etc. Donc des sirops de glucose et compagnie que nous n'avons pas la capacité à faire en France. Donc oui, il y a une demande et des possibilités à l'export. Allô? Oui, merci en tout cas Gilles pour la réponse. J'ai une autre question pour Rémi. Lorsque vous avez parlé de votre engrais organique, notamment, et aussi, surtout sur les marges qui ont été présentées, la question c'est: est-ce que les marges brutes que vous avez présentées sont faites avec votre engrais? Est-ce que vous avez calculé en fait les marges brutes avec l'engrais que vous avez présenté, ou est-ce que c'est avec d'autres engrais Alors là, les marges brutes, c'est vraiment des chiffres moyennés, hein. Après, il faut vraiment le voir par rapport à l'agriculteur et calculer ensemble si vous voulez faire un diagnostic, hein. L'engrais n'était pas forcément inclus dedans, mais il en faisait partie aussi, notamment sur la diapo-type BOSS. Mais après, ça dépend de la quantité dont on met aussi et de l'objectif de rendement. Donc, ça sera plus à voir après, vraiment au cas par cas. Merci Rémi. Du coup, en autre question, j'ai: est-ce que l'augmentation de la conversion suit la même progression que l'augmentation de la demande? Alors, je ne sais pas si c'est en termes comment dire, d'enveloppe financière, ou est-ce que c'est en termes d'agriculteurs, en termes comment dire, de fermes qui passent en bio ou pas, pour la question. Je ne sais pas si la personne qui l'a posée peut préciser peut-être sa question, sa demande. En termes de surface, me dit-on. Donc, du coup, est-ce que l'augmentation des conversions en termes de surface suit la même progression que l'augmentation de la demande? Alors, du coup, je vais essayer de répondre. Donc, je n'ai pas toutes les informations, moi, là-dessus. Je pense que c'est plus au niveau de la Chambre d'agriculture qui pourra mieux répondre. Moi, ce que je vois sur le terrain, en tout cas, c'est que là, on est en train de diminuer un petit peu sur les conversions, donc moi, sur mon secteur. Mais la partie qui se convertit le plus en ce moment, donc c'est la partie Eure-et-Loire, Essonne et Loiret. On a eu une période où il y a eu un gros boom de conversion qui a peut-être dépassé un peu l'augmentation de la consommation, avec l'arrivée sur le marché de C2 l'an dernier très importante. Mais là, c'est en train de revenir à la normale et de revenir à peu près au même niveau que l'augmentation de la demande de la consommation. Ouais, effectivement. Alors, par rapport aux surfaces, pour le moment, on n'a aucune raison de croire en fait que le mouvement va se ralentir. Les questionnements qu'on peut entendre chez les agriculteurs conventionnels et qui les ont amenés par le passé à se convertir en bio sont aujourd'hui à peu près les mêmes. On n'a pas de raison, en tout cas, de croire que la dynamique va s'inverser. Alors, certes, je pense que les agriculteurs prennent vraiment conscience que la période de conversion, elle n'est pas simple sur le plan économique et que donc ça se prépare bien. Et c'est voilà, tout l'enjeu de préparer cette conversion, bien l'anticiper, parce que C1, C2, comme ça a été dit, hein, les prix se rapprochent de plus en plus du conventionnel.
mais avec des rendements qui n'y sont pas. Donc, les aides à la conversion compensent une partie de ce manque à gagner, mais ne compensent pas forcément tout. Donc voilà, bien préparer sa transmission, mais toutes les raisons de croire que le mouvement va continuer. Juste pour rajouter quelque chose à ce sujet-là, donc la récolte 2017 et la récolte 2018, les céréales en conversion étaient à des prix très élevés, donc sûrement les plus élevés qu'on a connus dans le bio depuis plus de 15 ans. Et donc ça a entraîné aussi pas mal de diagnostics de conversion et de conversion. Et après, maintenant, on a eu quand même une forte chute au niveau des prix. À ce niveau-là, on est plus proche des prix du conventionnel, ce qui fera peut-être baisser aussi certains. Enfin voilà, réfléchiront à deux fois avant de se lancer, alors qu'avant on avait des prix qui étaient vraiment très intéressants dans ces deux, sur la récolte 2017 et 2018. J'ai encore des questions à destination donc, de Gilles. Donc, notamment, comment voyez-vous l'avenir des marchés bio? Et compte tenu du contexte de conversion, finalement, comment voyez-vous l'évolution des prix? Est-ce que pour vous, ils seront stables dans le temps? Est-ce que vous m'entendez déjà avant Oui, que je très parle? bien, Gilles. Bon, très bien. Je suis vraiment confus de cette situation. Alors, effectivement, on arrive à une situation d'équilibre. Et pour l'instant, c'était plutôt les prix des vendeurs qui se faisaient, avec des hausses qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être complètement équilibrées demain. Néanmoins, on sait qu'il y a un coût bio, on sait que les opérateurs français sont prêts à jouer le jeu. Donc oui pour un léger tassement, mais je ne pense pas qu'il y aura une débâcle sur les prix bio. La croissance est au rendez-vous. Les consommateurs demandent et exigent plus de traçabilité, plus de garanties par rapport à nos produits, sur des analyses, etc. Et par les réponses qu'on apporte, ils sont prêts à le payer. Donc, moi, je suis persuadé que dans les, comment on va dire, 5 ans qui viennent au moins, parce que je ne m'engagerai pas plus que cette durée-là, mais je pense qu'en conventionnel, on n'a même pas ce niveau de visibilité, mais dans les 5 ans qui viennent, dire des prix qui se tassent un peu, mais qui restent dans une situation de maintien, pour moi, il n'y a aucune difficulté. D'accord, merci Gilles. J'ai encore une question pour vous, Gilles. C'est en relation avec les importations, notamment. Est-ce que les importations, c'est pour des raisons de prix parce que la marchandise française serait plus chère? Alors, j'ai bien présenté un déficit structurel historique, où on ne couvre que 2 tiers des besoins, et l'importation s'est faite par défaut. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un écart significatif sur le blé où l'espèce est quand même un peu symbolique et où le montant est élevé. On va trouver un écart qui est de l'ordre de 100 euros. Bon, donc moi, je ne pense pas que demain, le marché français va perdre 100 euros. Il peut se tasser. Je citerai un ordre d'idée de l'ordre de 25 euros, quelque chose comme ça. Mais il me semble qu'on doit arriver avec la valorisation du côté local que les consommateurs attendent, à pouvoir maintenir cet écart et à le justifier. Merci Gilles. En tout cas, moi, j'ai fait le tour des questions pour le moment qui me sont revenues. Ah non, pardon, une question encore. Donc, quel avenir pour la production de protéagineux en bio, notamment le pois? Côté rotation, tu veux répondre, Rémi, ou je donne un peu la tendance marché? Alors, je pense que c'est plutôt la tendance marché là qui est attendue. D'accord. Après, Alors, il faut savoir que le poids aujourd'hui va en quasi-totalité à l'alimentation bétail. Et tout le monde sait bien qu'on vise un plan d'autonomie protéine, c'est vrai en conventionnel, notamment en alimentation bétail pour les animaux. Néanmoins, le pois et la févrole ne sont pas les protéines les plus équilibrées. Donc aujourd'hui, avec le développement du bio, notamment dans le sud-ouest et sud-est, le soja monte un peu plus en régime, ce qui se fait au détriment du bio et de la fève. Néanmoins, on constate que les volumes que l'on a, qui restent de l'ordre de 10% de la collecte, rentrent correctement dans les formules et donc sont valorisés. Et si d'aventure demain,
Le soja rentrait un peu davantage au détriment du pois et de la fève. Nous avons aujourd'hui tout un tas de nouveaux débouchés. J'ai terminé mon intervention, c'est Rémi qui l'a dit en mon nom, mais par le terme innover. Et je vois bien qu'on a des demandes en protéines végétales, que ce soit pour des steaks végétaux ou pour bien d'autres applications que je découvre aujourd'hui, avec des nouveaux clients en diversification qui nous sollicitent. Donc, je reste persuadé que les protéagineux trouveront leur part dans la rotation, telle que Rémi a présenté des rotations types sur nos régions. Merci Gilles. Moi, j'ai plus de questions, Olivier. Bien, effectivement, j'ai l'impression que nous avons fait le tour. Juste en termes de conclusion, des personnes qui sont intéressées pour se convertir peuvent contacter certes Rémi Goguet par exemple. Vous pouvez également donc contacter vos chambres d'agriculture. Il y a des entretiens qu'on appelle premiers conseils en bio qui permettent de renseigner toutes les personnes qui sont intéressées pour renseigner sur le cahier des charges et faire en sorte de prendre la conversion par le bon bout. Il y a également après des accompagnements un peu plus poussés qui peuvent être proposés. Donc n'hésitez pas, sur le site internet, vous retrouvez toutes les coordonnées des référents bio de chacun des départements. Merci beaucoup Rémi Goguet et Gilles Renard d'Axeral Bio pour votre présentation. Merci beaucoup Justine pour le relais des questions très efficaces. Et puis, on retrouvera cette vidéo qui sera mise en ligne prochainement. Merci à tous pour votre participation. Et bonne conversion à tous.